On est là, en temps et en heure. Déjà, j'espère que vous avez Bah, appris cette intro, cette dinguerie qu'on nous a soigneusement concoctée. Comment il va, Mika? écoute, ça va, hein. Déjà, j'ai regardé ton émission que tu as fait en solo. Ça sortait que la qualité d'image. Ouais, j'en ai refait une autre, ça passe mieux. Ok. Arrête de Mais manger. T'es au on voit que tu régime. manques à l'écran. En plus, c'est des trucs que je t'ai pris hier, je sais pas. On voit que tu manques à l'écran, mais bon, au moins, ça va nous permettre d'être un peu plus actifs. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est désormais sur Apple Podcast. Mika, tu commences à avoir une calvitie, je crois. C'est pas, je commence. La tête de homme, j'ai une calvitie. Ah, c'est dur. On est sur Eh, j'ai Spotify. eh, j'ai T'as les joues maigri ou creuses. pas? Ouais, tu commences à avoir les joues J'ai- creuses. Mais que du haut, que du haut. Non, t'es fou, même là. Je Ma commence à avoir les parole, abdos et tout. le bas, ça bouge pas Regarde, trop. Hein. regarde les abdos. Tu Ah, vois arrête pas? ça. Tu fais subir ça à nos auditeurs. T'es fou. Que des Non, abdos. ça doit être du haut du corps, là. Allez, les joues Du haut du creuses. corps ou du haut du visage? Du haut du visage. En haut. Bon, vas-y, viens, on enchaîne. Alors, ce week-end, nous étions à l'arrêt 5. Mika a réussi à se faufiler. Je ne sais pas comment, mais bon. Il était présent à l'arrêt 5. Pour faire un Le petit pire, débrief. Ouais. Le pire, c'est que la trahison, elle est venue de proche de moi. AB, il n'a pas arrêté de me balance. AB, dès qu'il voyait Lopez ou les autres, il disait ouais, il n'a pas de place, il a pas de place. Regardez, il est là. Là. Il a sauté la grille. La prochaine fois, je pense que je vais te mettre 2-3 visites sur tes côtes. Faire en sorte que toi et Nicolas Hott, vous n'approchez pas cet événement. Ah, en plus, je dis que Non. du bien. Ah bah, encore heureux. Encore heureux. Attends, non, j'ai pas dit que du bien. J'ai des trucs à dire. Mais écoute, on t'écoute. Victor derrière la police. Non, déjà, attends. Déjà, pour commencer, encore une fois, sur l'organisation. Moi, j'aime bien faire un point sur l'organisation. Rien à dire. Franchement, Ouais. quand on est spectateur, je sais pas si à l'image comment c'est, mais en tout cas nous ça s'enchaîne archi bien. Ouais. Et c'est encore mieux qu'à l'UFC l'enchaînement des combats. Ça veut dire que ça va vraiment vite et ça c'est archi appréciable quand on est spectateur que ça s'enchaîne comme ça parce que on perd pas une soirée pour rien. C'est vrai. Et les combats il y a bah voilà ça s'enchaîne c'est bien à chaque fois il y a du changement il y a pas de temps faible. Ça c'est le côté ultra positif. Encore une fois parce que tu me connais je suis un mec qui cherche le négatif. Je ne comprends pas pourquoi ils passent pas sur RMC Sport, mais après, ça doit être des enjeux financiers qui me dépassent. Moi, Bah je dois oui. pas avoir. Voilà. Je pense qu'ils ont un business avec l'UFC Fight Pass. En plus, j'ai Non. vu sur l'UFC Fight Pass, j'ai vu, tu as deux options. Tu as l'option en anglais et l'option en français. Donc, je pense qu'ils arrivent à toucher beaucoup, beaucoup de gens sur UFC Fight Pass. Après, ouais. Et après, sur le deuxième point négatif, c'est que je trouve personnellement, mais après, voilà, faut aussi déjà de remplir le Dôme de Paris, je trouve que c'est une belle chose. Mais je trouve que la configuration de la salle du Dôme de Paris n'est pas idéale pour les combats en cage, parce qu'en fait, on peut faire que 180 degrés et derrière, il n'y a rien. Tu vois, et Ouais, du coup, c'est un amphithéâtre. ouais, et l'entrée des combattants est très courte, je trouve. Mais voilà, c'est juste, franchement, c'est du Bah, détail. C'est t'aurais juste pour préféré quoi pinailler un peu. comme salle? Comme la salle comme le MMAGP, par exemple? L'entrée, elle était très très courte aussi. Hein. Bah, après, le MMAGP, le truc, c'est que je trouve qu'ils ont beaucoup mieux organisé, par exemple, sur celui qui était dans le gymnase et tout, en son, vidéo et tout, c'était pas mal. Mais après, au-delà de ça, c'est qu'un gymnase, ça reste un gymnase, c'est froid. Un gymnase, c'est froid. Ouais. Franchement, je préfère encore le Dôme de Paris que Marcel Cerdan, pour être honnête. Parce que je trouve que ça crée quelque chose de chaleureux. Maintenant, j'ai hâte qu'un jour on puisse se dire, bah vas-y, on va encore plus gros, on fait des zéniths, on fait des choses comme ça, tu vois. Bon, après, il faut Ouais. aussi que derrière, il y a le public qui suive. Donc, Bien sûr. voilà. Après, comme je dis, c'est critiquer un peu pour critiquer, c'est juste des points d'amélioration, mais dans l'ensemble, franchement, Non, il n'y c'est. a rien à Et dire. Même quand ils te disent ça de commence à loin. 19h, ça Ouais, commence à exactement. 19h. Les enchaînements des Même, combats, c'est ouf. c'est ça, 21h, tu as la main carte, parce que c'est leur UFC, 21h, tu as Ouais. la main carte. Comme je dis, les combattants, ça s'enchaîne vite. Dans les débuts du RS, il y avait un gros problème de traducteur. Tu sais, il mettait la combattante de l'UFC pour Véronica, ouais. interviewer en anglais et il y avait le gars de la sueur qui traduisait en français. C'était pas, on va dire, c'était pas calé.
Là, maintenant, ils ont mis un mec qui pose la question en anglais, il pose la question en Non, mais français. Mika, ça, c'était qu'un seul événement, parce que le gars en question, j'ai oublié son prénom, j'avais discuté avec lui, en fait, il était à la CAN. Il avait été commenté à la CAN, donc c'est sur un seul événement qu'il n'était pas là. Sinon, en fait, il a toujours été là. Franchement, lui, il est bon. Hein. Ouais, Lui, il il est a très très bon. l'air de Non, rien. C'est pour ils ont ça une que sacrée je équipe. dis, en fait, c'est des détails. Mais c'est des détails à la fin qui font que l'événement, il est Ouais. franchement de qualité. Voilà. Bon, après, D'ailleurs, moi, il y a- j'aurais un petit kiff, c'est que Mika et moi, on commente l'événement d'Arès. Non, moi, On lance une petite propagande ou pas? alors si tu y arrives, AB, si tu y arrives, moi, j'aurais préféré que stratégiquement, on te mette toi d'abord. Ouais. Et ensuite que toi, tu me fasses de la place et que moi, j'arrive. Et tu vois, en plus, ma parole, si je commente l'événement du RS, je vais comme ça, avec une petite chemise, limite, je mets un t-shirt du MMA Factory, limite, et je vais comme ça. On lancer un petit hashtag Miken AB à l'ARES. Ça serait pas mal. Mais les gars, sincèrement, stratégiquement, je pense que c'est mieux déjà si on fait rentrer Boulox. Et Je vais en ensuite, éclaireur. J'y vais en éclaireur. Bon, on parle un peu de la performance. Sinon, tu lances un défi à Alan Bodo. Tu dis, écoute, Alan, le projet, comme tu as déjà gagné en sparring, j'ai vu la dernière fois, tu fais un défi de lutte avec lui, lutte seule. Non, lutte seule. Tu fais un défi de lutte. Celui qui gagne, il commente le RS. Alan, et il choisit son partenaire. Alan, est-ce que tu acceptes ces défis? Ah oui. Bon. On va se focaliser un petit peu sur la performance des Français. Taylor Lapillus, Attends, quand même. AP, est-ce que juste un truc, j'ai vu le banner, il affrontait le pêcheur que tu as affronté. Vas-y, on en parlera après. On en parlera après. On peut commencer par ça. Bah vas-y, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Le banner allait combattre au MMA-GP qui va se faire au Havre, donc dans sa ville natale. Et face à le banner, ils ont mis le pêcheur. C'est même pas un pêcheur, c'est l'alcoolique qui a affronté AB. C'est un mec, pour la petite histoire, c'est un mec, en fait, il fait le balai. Et le gars que devait affronter AB s'est blessé. Donc, ils ont récupéré le mec qui passait le balai. Ils lui ont dit, vas-y, va combattre. Non, voilà. Non, pour être honnête, lui, je l'avais affronté en Serbie. Et en gros, mon premier adversaire, il s'est blessé. Et genre, lui, il est arrivé un jour avant. Mais bon, ça va. Il est un peu crédible. Tu sais, il a un ratio, par exemple, genre de 15-20, comme ça, je crois. Et là, il va prendre le banner au Havre. Je vais d'ailleurs aller checker son Sherdog. Et toi, tu l'as battu en combien de temps, Ebi? Je sais pas, peut-être 1 minute 30. Mais d'ailleurs, Benjamin Sik aussi l'avait affronté. Moi, tu vois, là, pour le MMA-JP ou même pour le RS, j'aurais kiffé qu'ils mettent le banner face à toi. Bah non. Honnêtement, est-ce que j'accepterais? Je pense pas. Bah le banner, on s'entraîne ensemble. Il est au MMA Factory. Et non, pense à ta carrière. Pense à ta carrière. Pense pas. Non, honnêtement, est-ce que ça m'enchanterait pas du tout d'affronter le banner? Ah ouais? Purée. Bah, moi, en tout cas, je suis team AB, mon gars. Ah, ça me fait plaisir. AB. Non, il a 12-21. Ça va quand même, non? Ouais, vas-y. C'est bon, AB. On passe à autre chose si tu veux. Non, je voulais que tu nous donnes ton ressenti sur la performance des Français. Franchement, des belles performances. On commence par quoi? Main event direct ou on commence par les combats du début? Je te laisse dire ton ressenti. J'ai déjà fait mon petit débrief là-dessus. Écoute, moi, je suis arrivé, j'ai vu le combat de la jeune là, du Factory qui m'a surpris. Bon, je savais qu'elle avait un bon pied-point. Après, moi, ce que j'avais peur un peu pour elle, c'est que comme elle est jeune et que je trouve que le MMA, c'est quand même un sport qui est dur physiquement et qu'elle a affronté quelqu'un de plus âgé qu'elle, je me suis dit peut-être qu'elle va être en déficit de force ou déficit de puissance parce que c'est quand même un sport dur, le MMA. Et en fait, non, elle a surclassé, elle a survolé. Donc après, franchement, je trouve que niveau de gestion du stress et tout, c'était impeccable. Il n'y a rien à dire. En striking, elle a montré une grosse capacité parce que c'est hyper dur de boxer sans se faire toucher. Faut pas, surtout en MMA. Et maintenant, juste le conseil que je me permets de donner, c'est qu'elle est jeune et de bien prendre son temps, de pas prendre des défis trop durs trop vite parce qu'en fait, on le sait dans les filles, il y a des filles qui ont des fois que 5-0, mais c'est des machines de guerre. Et en plus, il y a pas mal de filles de l'Est là, à Arès là, actuellement. Là.
Ouais, mais tu vois, il y a des filles, on a pu voir dans les ARS précédents, je suis sûr que techniquement, elles sont moins fortes qu'elles, mais que Mais physiquement, physiquement, elles sont beaucoup trop dures. ouais, ouais. Je pense notamment à celle qui a mis à mal, bon, même si c'est pas la même caté de poids, mais celle qui avait mis à mal Rizlen ou Ouais, Laetitia Blo, la ou, brésilienne. ouais, ou même, pas Laetitia Blo, Lucie Non, Berthaud. mais tu me diras que les Diablo et Assamiri, c'est la même catégorie. Ouais, C'est un bah, par exemple, 57 kilos, ouais. Laetitia Blo, techniquement, en boxe, elle est à des années-lumière du niveau de Asia. Ouais, Par c'est contre, ça. au niveau de la lutte et tout, elle est à des Ouais. années-lumière devant elle. Et par exemple, Laetitia Blo, je pense que si elle affrontait Asia aujourd'hui, elle est tellement dure physiquement, Ah, elle est Laetitia, physique, hein. Après, elle a un gros que passif ça en serait. judo, lutte et sambo, ouais. Voilà. Et pourtant, le palmarès, il n'y a que 2 ou 3 combats qui les séparent en C'est ça. MMA. C'est Et c'est ça, pour ouais. ça que je dis qu'il faut faire vachement attention à qui on affronte. Parce que parfois, le MMA, ça peut être rude. Bien On sûr, peut ouais. croire comme ça qu'elle a que 3 combats et l'autre, un, c'est équilibré et pas du tout. Mais bon, après, Ouais. je pense qu'elle est bien entourée. Bien sûr, Et ouais. voilà. Le combat des poids lourds qui a été Elite Fight of the Night. Xavier Lessou contre Freddy Camayu. Après, bon, Xavier Lessou, il est du Factory et il a accepté ce combat à 2 jours. Et Freddy Camayo, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un ancien gars du Glory, du kickboxing ou du Muay, avec un gros background. Et ça a tenu toutes ses promesses, hein, je viens de te dire, ce combat. Bah, d'un point de vue bagarre de saloon, il n'y a pas de souci. Ça a tenu toutes ses promesses. Non, mais c'est Euh, vrai. ouais, c'était. D'un point de vue, ceux qui sont amoureux du sport de contact, qui aiment la bagarre, qui aiment l'engagement, ben, je crois même qu'au RS, on n'a pas vu ça dans l'histoire du RS encore. Vraiment, je pense qu'ils ont fait un combat de ouf. Ouais, En termes de volonté, d'abnégation, d'aller de l'avant, eux, clairement, ils voulaient en découdre. À la fin du premier round, ils se sont regardés, ils se défiaient encore. ouais, Donc ça, pour le coup, en fait, c'est pour ça qu'ils ont eu la performance de la soirée. Parce que si tu regardes d'un point de vue technique, bah, il n'y avait pas grand-chose de MMA dedans. Tu vois, au sol, c'était vachement limité, etc. Maintenant, ce qui a été beau dans la manière de combattre, c'est qu'à tout moment, ils ont tout donné et que chaque ouais, frappe qu'ils mettaient, c'était pour descendre l'adversaire. c'est ça, ouais. Donc ouais, en fait, ça, c'était plus un combat spectacle pour moi qu'un combat que je regarde en tant qu'amoureux du MMA, genre de la technique, etc. Mais ça fait plaisir de voir des combats comme ça. Donc, Bien sûr, en plus, ça a bien chauffé la salle et honnêtement, bah, même nous, en tant qu'amoureux de ce sport-là, je pense que voir des combats comme ça, parfois, c'est vraiment pas mal, hein. ouais, ça galvanise. Mm. Limite, ça te donne envie d'y aller, tu vois, c'est clair. Et après, ça, en Ouais. plus, c'est des combats souvent que tu vois, je sais pas comment dire, c'est vraiment des certaines catégories, tu vois. Tu vois rarement ça quand même chez les poids légers, mais c'est un peu à une autre échelle, évidemment, mais un peu ce qu'on a pu voir sur Burns Shimaev. À un moment donné, Shimaev, tu voyais qu'il allait au combat pour combattre, pour terminer Ouais, l'adversaire, et il y c'est avait plus de l'instinct ouais, qui stratégie. prend le dessus, ouais. Mais après, c'est un autre level. Mais c'était un peu ça là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné en se disant, vas-y, nique le MMA, nique la Mm. lutte, viens en découdre. Ouais, comme Et un donc, peu Poirier et Danuka aussi, ouais, à un moment donné. exactement, à un moment donné, exactement. C'est un peu ce qui fait la beauté du MMA, hein. Aussi, il y a aussi, ok, il y a ce côté technique, mais aussi il y a ce côté un petit peu instinct parfois qui prend le dessus. Ouais, c'est ça. Il y a des combattants comme ça, à un moment donné, ils déconnectent. Ouais. Un peu comme toi, Mika, parfois, M1 aussi, Et à moi, le l'époque. problème, c'est que moi, je fais ça même à l'entraînement, des fois. C'est ça le problème. Ah, tu commences à l'admettre. Eh, je te jure que toute la fête. Eh, Après, je mets mon petit cross comme ça et paf, tympan. Le tympan, il saute. le temps il saute. Eh, je te jure que toute la fête, j'ai pensé à toi, surtout quand je voyais Wissem avec son tocard là. D'ailleurs, on va passer au combat de Wissem. Et j'ai fait un petit débrief moi, et en plus, j'ai été au téléphone avec lui. Il m'a rejoint sur ce que j'ai dit. Bah, déjà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-up? Même si on sait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent performer. Mais en Voilà. gros, je Moi, te parle parce que sur papier, ils ont à peu ouais, près ouais, les mêmes sur niveaux. le papier. Mais Sur le papier, je savais que c'était le plus gros défi de Wissem. ouais, Le gars en face, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est franchement un tueur à gages. Il est ouais, vraiment pas mauvais au sol. Il est même bon debout. Il est solide en lutte. Il a un bon cardio. Il a un bon conditionnement physique. Et je crois qu'il est invaincu en MMA. Il a combattu dans des grosses organisations comme l'Octagone, tout ça. Enfin, c'est même en loin d'être amateur, un il a débutant. vaincu, ouais.
Même en amateur, il a 5-0 en amateur aussi. Voilà. Et presque que des finitions par soumission. Maintenant, si tu veux mon avis, avant ce combat, le plus gros adversaire que Wissem ait battu, c'était Bourama. Ouais. Voilà, c'est de la FFA qu'il avait combattu au FFA Challenge. Derrière, en fait, Wissem, il a été appelé en short notice au Ares parce que pour remplacer Ahmed. Ahmed Salamov, ouais. Ahmed Salamov. Et là, Wissem s'est imposé facilement face à un adversaire, mais qui était totalement. En fait, Wissem était totalement sa kryptonite parce que comme Ahmed, Wissem avait une bonne lutte et on savait que ce mec-là, à la base, il était fait pour être pris par Ahmed. Ahmed qui est managé par le Factory. Donc, c'était un peu une manière de le faire monter face à des adversaires, on va dire, entre guillemets, prenables. Wissem, il a fait une bonne performance, il l'a déroulé. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait un gros palier entre les deux combats. Et je me suis dit, pourquoi pas? Sur le papier, Wissem, il est excellent. Et franchement, il a un sol qui est vraiment fort, etc. Et c'était faisable. Moi, je suis persuadé que s'il prenait le combat différemment, etc., et c'était faisable. Maintenant, il y a une autre réalité, c'est que l'autre, c'est un gars expérimenté. Et voilà, sur le papier, j'aurais pas cru qu'il allait avoir un tel écart sur le sol, sur la gestion du sol. Après, je pense qu'il y a des choses qui expliquent la différence du voir. Mais c'est vrai que même si je pensais que ça allait pas être un combat facile, un combat difficile, je pensais que ça allait être un combat difficile. Je m'attendais pas non plus à que ça se déroule comme ça. Après, c'est ça. Moi, là, ce que je veux dire, c'est pas du tout pour prendre sa défense. On le connaît personnellement, donc j'ai pu avoir une discussion avec lui. Déjà, voilà, on est en période de jeûne, donc Wissem, il jeûne et il a jeûné le jour du cutting. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait son cutting, il n'a pas pu se réhydrater immédiatement. Alors voilà, c'est un choix qui lui appartient, mais je pense que c'est aussi un choix qui l'a aussi pénalisé le jour du cutting et le jour du combat. Et justement, hier, j'ai eu une conversation avec lui. Et en fait, il m'a dit que en fait, le jour du combat, quelques heures avant de commencer à combattre, il a coupé son jeûne et tout. Et en fait, je sais pas, il s'est directement réhydraté. Et en fait, à partir du moment où il a commencé à faire sa chauffe, il m'a dit qu'il a vomi, tu vois. Et je lui ai posé la question, mais à ce moment-là, en gros, est-ce que tu. Parce que tu sais, on voit des combattants, tu sais, jusqu'à temps qu'ils sont pas rentrés dans la cage. Il y en a qui abandonnent, soit en faisant un malaise ou en sortant, je ne sais pas quelle excuse. Et je lui ai demandé, est-ce qu'à ce moment-là, tu as encore espoir de pouvoir performer? Parce que à la pesée, on a vu qu'il y avait une différence de gars. Pourtant, Wissem, il est massif. Hors combat, il est presque à 90 kilos parfois, tu vois. Et là, il m'a fait comprendre qu'en fait, le jour du combat, il était à 79 kilos. Et c'est pas du tout énorme pour un rebond, tu vois. Et il y a énormément de choses qui l'ont pénalisé. Et tu sais, même, il a une grosse pression, Wissem, au sol. Et en plus, Wissem, il a vraiment un grappling adapté au MMA. Grosse position et tout, tu vois. Mais là, on a vu que techniquement, c'était peut-être un petit peu, peut-être il était un petit peu au-dessus Félix Karmer, mais je pense que c'est vraiment aussi l'aspect énergie et physique qui l'a pénalisé sur ce combat. Et c'est un peu dommage parce qu'il s'est pas vraiment bien exprimé, tu vois. Et ça doit être un petit peu frustrant ce genre de défaite. Mais après, c'est comme tu dis, c'est que je vais pas lui trouver l'excuse parce que lui-même, il le dit pas sur les réseaux, donc il n'en parle pas, c'est par pudeur, je pense. Maintenant, c'est sûr que pour moi, tu vois, le Ramadan, il est pas arrivé comme ça par hasard. Ça veut dire que quand il a choisi le combat, il y avait une date qui est arrivée. Et je comprends pas. Après, ça lui appartient. Encore une fois, je suis pas en mode moralisateur. Mais je trouve qu'il aurait mieux fait de pas accepter le combat que d'accepter le combat et de se dire, vas-y, je vais cutter à partir du jeudi matin. Je vais me peser le vendredi matin, mais je pourrais reboire que le vendredi soir. Ça veut dire que, en gros, il a presque pas bu pendant 36 heures, entre guillemets. Comment veux-tu? Et en plus, le lendemain de ton combat, tu fais re-ramadan jusqu'à 20h30 et ensuite pour recombattre, performer à 22h. Franchement, c'est impossible. Ça veut dire que c'est se tirer une balle dans le pied. Moi, c'est parce que, à la base, quand j'avais discuté avec lui, j'avais cru comprendre qu'il allait boire et manger le jour de son cutting et le jour de son combat. Donc, je pense qu'en fait, je pense que sa réflexion par rapport à son jeûne, elle a évolué en fonction de sa prépa physique, enfin, en fonction. Et je pense qu'après, à un certain moment, il s'est senti piégé. Il voulait plus annuler son combat et que du coup, il s'est retrouvé dans ce piège. Maintenant, encore une fois, c'est par pudeur, il n'en parle pas, donc je ne vais pas en parler à sa place. Mais en tout cas, c'est suicidaire à ce niveau quand d'aller faire ce genre de choses. J'invite vraiment tous les combattants, comme Amine l'avait dit, Ayoub par exemple.
il avait dit ouais, moi je ne combattrai pas ORS avant d'affronter Damien Lapillus parce que moi la période de jeûne c'est une période qui est sacrée pour moi et je préfère me consacrer à ça à Bien sûr. 100% que de faire deux choses à moitié entre guillemets. Non, Donc mais c'est après pour ça. Wissem, bah le plus gros regret pour Wissem, au-delà de la défaite, c'est même pas la défaite en soi, c'est que il a même pas pu montrer en fait jusque son niveau par rapport à lui. C'est-à-dire C'est que ça. tu peux perdre face à ce mec-là, mais au moins tu sais où t'en es. Et ça veut dire que là, en fait, la défaite, elle est gâchée dans le sens où par rapport à la défaite, il sait même pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Mhm. C'est comme si c'était un combat qui ne servait à rien. Ouais, c'est un peu malheureux. Après, ça va beaucoup lui servir dans le futur parce que même en discutant avec lui, justement, en fait, si tu veux, moi, avant qu'il accepte ce combat, moi, j'étais programmé pour le 20 mai, tu vois. Et en fait, on en parlait au Factory et je lui avais conseillé, je lui ai dit, Wissem, on attend en gros que le Ramadan il passe. Parce que voilà, le Ramadan, c'est pas un mois, pour ceux qui jeûnent, bien sûr, c'est pas un mois pour performer, encore moins pour combattre. Ce n'est que mon propre avis. Parce que là, par exemple, ce week-end, il y a Belal Mohamed qui a combattu contre Vicente Luque. Apparemment, il jeûnait. Donc, tu sais, chacun voit midi à sa porte. Il y en a pour qui ça va marcher, il y en a pour qui ça va pas marcher, tu vois. Mais moi, je pense vraiment que c'est pas du tout. Comme tu as dit, c'est un peu suicidaire de faire cela. En tout cas, on lui souhaite un bon retour et il Ouais. a. Ouais, Et après aussi, j'insiste parce que beaucoup comparent le MMA avec les sports de foot, comme ils disent ouais, Benzema, Sergio Mané, ouais, Mo Salah, non, rien etc. à voir. Mais eux, déjà, c'est des sports collectifs et c'est pas du tout le même type d'effort. Eux, c'est des efforts de 90 minutes. Ils coupent le jeûne, même si c'est pas évident. Attention, je dis pas que c'est Mm. évident ou pas, mais déjà, il n'y a pas la phase de cutting avant le match de Mm. foot. Ouais, c'est Et ça, tu il y a vois ce que je veux énormément. dire? Ouais. Et surtout, ils n'ont pas les mêmes médecins. Franchement, c'est pas pareil. Après, voilà, encore une fois, c'est ce que je dis pour Wissem. Et de manière plus générale, moi, je le dis pour tous les combattants. Et moi, j'en ai fait, j'ai aussi accepté des combats. Alors, par exemple, moi, c'était différent. J'étais pas en, on va dire, je m'étais cassé le nez, mais j'ai continué à aller m'entraîner. Mais je savais que j'avais fait une mauvaise prépa, je savais que j'avais le nez cassé. Et donc, à quoi je m'attendais réellement le jour J? Bah, le jour J, j'ai fait une performance un peu nulle. J'ai fait une décision. Mais voilà, tu vois, au final, j'aurais mieux fait de refuser le combat et de bien me préparer. Et Ouais. souvent, quand on est combattant, on a le sentiment que, je sais pas, on s'inflige des choses qu'on ne devrait pas s'infliger et au final, on fait les choses à moitié. Donc vraiment, pour les jeunes combattants, en tout cas, privilégier des préparations où vous êtes à 100%, même s'il y a toujours des blessures qui interviennent C'est ce dans un que j'allais combat. dire, ouais. Vous serez jamais à 100% en combat, c'est impossible. Sinon, je vais pas dire que votre préparation est nulle, mais c'est très difficile d'aller en combat sans avoir un petit bobo, une petite blessure, etc. Mais par contre, quand vous faites vraiment quelque chose de douloureux et tout, bah vous pouvez pas, vous pouvez pas. Moi, je vois là, je suis au régime pour mon combat le 7 mai. Bah déjà, je vois mon énergie n'est pas la même que quand je mange comme un gros lard. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est Non, c'est que ça, ouais. c'est forcé quand tu es en hypo, à un moment donné, tu accuses le coup, tu es fatigué, voilà, tu vois, donc je pense que des fois, il faut savoir prendre du recul sur la situation. Ouais, c'est ça. Et en plus, même, faut aussi, on va dire, quand toi, tu es un combattant et on va dire que tu as peu d'expérience, il faut aussi s'inspirer de ses proches, enfin, de ses partenaires d'entraînement qui ont acquis plus d'expérience et vraiment important d'être très bien entouré et de faire les bons choix. Après, voilà, c'est en faisant parfois des mauvais choix Et ouais, que derrière, après, on c'est triste. rebondit, ouais. Mais c'est bien, justement, comme tu le dis, plutôt que de faire des mauvais choix, de plutôt s'appuyer sur ceux qui ont fait des mauvais choix avant nous pour éviter de les refaire, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour ça, AB, viens dans ma team. Appuie-toi sur mes. Ah oui, mais savez-vous que Mika n'a plus de team, hein. Il est vraiment sans club fixe depuis qu'il s'est fait virer de Fight. Il m'a déclaré en club, il toque. En Je vais fait, en m'entraîner. fait, on s'est fait virer d'Obi Fight avec AB à cause de Laetitia. Ah, Laetitia a fait des problèmes, hein. Non. Attends, je rigole parce que, attends, après, elle va dire qu'on la chamboule trop. Non, Ouais, je non, te on jure. Non, rigole. écoute, moi, même si demain on a un problème avec la justice, j'ai des messages qui vont qui sont en ma faveur, donc je suis serein là-dessus. Ah, putain, ça. Je suis serein là-dessus. Oui. Bon, et si on parlait du main event de Taylor Lapillus contre Demarque Peña? Attention, comme je disais, il y a énormément de gens qui vont dénigrer son adversaire, mais ma parole qu'il est très très fort. Après, c'est pas, il vient d'une orga qui est pas très connue, enfin, ça dépend pour le public français, c'est l'UFC. Et là-bas, il était double champion en featherweight et en bantamweight.
C'est pas n'importe qui. Après, il a eu pas mal d'inactivité, mais autant ça a été pénalisant pour lui, comme autant ça aurait pu être un petit peu un mystère pour Taylor. Les gens qui disent que Peña n'est pas fort, c'est des gens qui connaissent pas le MMA ou qui sont pas allés regarder ses vidéos. Ouais. Autant on peut dire que il y a un reproche que je suis en capacité d'entendre, et pourtant Taylor, c'est mon gars sûr, c'est Peña, ça fait 4 ans et demi, il n'a pas combattu. Donc forcément, je pense qu'au bout de 4 ans et demi de pause, c'est difficile d'arriver au même niveau qu'on est reparti. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut savoir que Peña, c'est pas, je crois qu'il a 11 ou 12-0, on lui a retiré 3 victoires à cause de dopage. À peu près, ouais. C'est un Deux mec, victoires, je crois, ouais. Ouais, c'est un mec qui s'est fait attraper pour dopage. À partir du moment où il s'est fait attraper, il avait plus le droit de combattre à l'UFC. Donc, sa carrière s'est mise en stand-by. Derrière, il y a eu le Covid. Mais c'est aussi un risque pour Taylor d'affronter ce type de gars parce que le gars, ça se trouve, il revient. Ça se trouve, il a fait 3 ans de lutte olympique avec un mec, tu sais pas, tu vois, et il va revenir avec des nouveaux skills dans son jeu, Ouais. etc. Ce que je veux dire, c'est que Peña, c'était tout sauf un combat facile. C'est un Bien gros sûr, ouais. combat bourbier. Le gars, si Taylor gagnait, on dit aujourd'hui, Peña, c'est c'est un faire-valoir, alors que pas du tout. Si Peña gagne, on va dire, ouais, Taylor, il est même pas passé Peña, alors que le mec, c'est un faire-valoir. Ce que je veux dire, c'est pour ça que dans le choix des combats, des fois, c'est important. Et tu vois, même quand il a volonté et de créer un combat équilibré, des fois, on vient te reprocher des choses, alors que c'est absolument pas le cas. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, le problème avec Taylor, entre guillemets, le problème, c'est que je pense qu'il a tellement gagné facilement, entre guillemets facilement, c'est-à-dire qu'il a tellement annihilé son adversaire et que sur le coup de genou qui a fait mouche, il n'y a pas eu d'opposition de son adversaire, mais parce que c'est un KO. C'est comme un KO. Le gars, il a pris coup de genou, il était à bout de souffle, il a accroché la jambe de Taylor en dernier espoir pour faire tomber, Ouais. il n'a pas réussi, derrière, il a abandonné. Le souci est que c'est même pour ça que Taylor, il aura pas eu la performance, parce que les gens considèrent qu'il n'y a pas l'opposition en face. Ouais, c'est un peu Et ça après, qui est dommage. les gens qui ont un minimum qui connaissent le MMA, ils peuvent se dire aussi, c'est pas Peña qui est nul, c'est Taylor qui est Taylor bon qui quand est même. trop fort, ouais. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on le sait, Taylor, c'est pas un mec qui va souvent qui impose son style. Il a un style particulier, mais son style, c'est de faire déjouer les styles des autres. C'est C'est ça, un une bonne mec qui gestion, ouais. Il a une bonne gestion de la distance et tout, ouais. exactement. Et moi, je mets par exemple Cyril Gane, Taylor et la petite là, Asia, je les mets dans le même type de combattantes, c'est-à-dire des combattants qui ont un bon striking, qui sont propres, qui maîtrisent la notion des distances et des frappes et qui frappent, qui partent, qui frappent, qui partent. Et effectivement, des fois, ça peut être frustrant pour le spectateur parce qu'on se dit, waouh, vas-y, c'est pas spectaculaire, ouais, vas-y. Mais gars, ils gagnent le combat et des fois, ils gagnent contre des tueurs à gages. Les gars, c'est pas un mystère. C'est vrai ce que tu dis parce que à Samir, à un moment donné, j'avais l'impression qu'elle pouvait accélérer, mais qu'elle se contentait d'être tranquille et de gérer son combat. Mais c'est une bonne chose, surtout que c'était son premier combat en MMA et ça lui permet d'acquérir de l'expérience. Après, je pense que si elle cherche à aller chercher le bonus, bon, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'elle a vraiment une maturité de ouf. Mais je pense que dans un premier temps, moi, par exemple, je suis coach dans son coin. Je vais plus lui dire, écoute, prends du ring, prends du round. Déjà, on va voir si tu es en mesure de tenir un game plan 3x5. Et voilà. Et ça te permet de mettre des indicateurs. Il y a des combattants que je suis parti coacher qui sont extrêmement forts, qui ont des puissances de frappe de ouf. Mais je te jure, ils sont incoachables. Et même quand ils gagnaient les combats, des fois, j'étais frustré parce qu'ils gagnaient pas du tout comme on avait prédit de le faire. Ouais. Et pour eux, ils avaient gravi une étape. Et c'est vrai, ils ont gravi une étape parce qu'ils ont battu des adversaires en plus forts. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à passer un level parce que les gars étaient incapables de tenir un game plan. Et le souci du game plan, c'est que le game plan, tu en as besoin quand la personne en face de toi est meilleure. Et ça, le problème, c'est que quand tu gagnes face à un mec qui est moins fort que toi, bah, tu dis, ouais, pas besoin de game plan. Bah oui, c'est vrai. Mais le jour où tu vas affronter un mec qui te met en opposition en difficulté, bah là, tu es dans la galère. Et c'est, en tout cas, et c'est ça la grosse force de Taylor je suppose, hein, parce qu'on n'a rien vu d'elle, mais je pense dans l'avenir, on verra d'elle ou de Cyril Gane, c'est que ce sont des gens qui peuvent faire déjouer n'importe qui avec leur capacité à absorber, etc. Et pour revenir sur Taylor, quand même, c'est pas rien si aujourd'hui on a Taylor qui a eu double ceinture au GMC, ceinture au TKO, ceinture au ARS, qui bat un ancien prétendant au titre de l'UFC. Oui, effectivement, c'est pas le prétendant de l'époque. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a qui français qui a battu, par exemple, Dustin Poirier là, à 70? Qui pourrait aller le battre?
C'est Qui énorme. pourrait aller battre à 77 Covington? Qui pourrait aller tu vois, il n'y a personne. Donc, à un Non, c'est moment donné, énorme. C'est vraiment énorme ce qu'il propose, c'est énorme. Ouais. je crois qu'il faut respecter un peu le niveau qu'il a. Et je crois qu'aujourd'hui, plutôt que de critiquer le truc, c'est de se dire qu'on espère le voir sur l'UFC du 3 septembre parce qu'il a largement sa place pour être là-bas. Mais d'ailleurs, belle transition, Mika. Ça a été beaucoup relayé aujourd'hui, l'UFC le 3 septembre. Après, ça reste du pourparler, il n'y a rien d'officiel. Mais faut arrêter d'un petit peu rêver parce que sur Twitter, on voit beaucoup de gens faire leur carte de rêve et mettre une carte 100% française. Je pense que ça n'arrivera pas. Voilà, ça reste le marché européen. Donc je pense que si l'UFC venait le 3 septembre à Paris, il y aura pas mal d'anglais, d'italiens. Je pense qu'ils vont Oui, vraiment c'est mixer sûr. la carte et pas faire une carte 100% française et signer 10 athlètes non plus. Je pense qu'il faut voir la réalité aussi en face, tu vois. Mais par contre, je pense vraiment que ceux qui seront sur la carte du 25 juin auront vraiment une carte à jouer là-dessus, par contre. Parce que, Du Ares. ouais, du Ares. Alors, moi, ce que je pense, aujourd'hui, chez les Français qui sont le plus proches d'aller à l'UFC, je pense qu'on a Oumar Sy à moins de 93. Et je Ouais, m'explique pourquoi. Parce que déjà, la KT des moins de 93 à l'UFC, elle a besoin d'être relancée. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aller trouver des nouvelles pépites. ouais, Aujourd'hui, nous, on a un Français à moins de 93 qui est le seul à performer à moins de 93 ouais, et qui est invaincu. Donc, je pense à Oumar Sy. ouais. À 70 kilos, actuellement, la KT, elle est un peu full à l'UFC puisqu'on a Benoît Saint-Denis et Fares Ziam. Maintenant, je pense que Benoît Saint-Denis qui va combattre au mois de juin et Fares Ziam qui a combattu il n'y a pas longtemps, il est possible que l'un des deux, ou voire même les deux, se retrouvent sur Combattre cette là-dessus, carte. ouais. À 66 kilos, je pense qu'on a de fortes chances d'avoir un recrutement UFC chez les 66 kilos. Et je pense que ceux qui ont des cartes à jouer en France, on a Al Younai, on a Gomis. Gomis qui est archi vendeur sur YouTube. Et effectivement, lui qui a signé au Factory et lui qui va combattre au RS, je pense qu'il a une putain de carte à jouer. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Après, on n'est pas aussi. Si Damien, je ne sais pas combien il combat Damien, si c'est En lightweight, 66. 70 kilos, là, Damien. Alors, 70, je pense que la KT est bouchée à l'UFC. Sincèrement, Bah, je pense que non, moi, je pense qu'il peut y avoir un recrutement, puisque c'est UFC non. Paris. Par contre, pas non plus Non. 15 000 recrutements, tu vois, dans le sens où peut-être Pas 4, 70. 5 combattants français qui peuvent Non. signer sur la carte. C'est Non. pas Après, impossible, il y a Mika. qui? Il y a Non. Abdul à 77. Ouais. Abdul à 77, je suis quasi sûr que s'il gagne là, le prochain Farlassa Moussou, c'est Tu veux signature que je te arrêt. dise? Tu veux que je te Ouais. dise, je suis Abdoul. Je te jure, j'entends l'UFC Paris. Je combat pas sur le 25 juin. J'attends gentiment Non, que l'UFC t'es arrive. malade ou quoi? Non, Mais parce que. Abdul, Non, non, bien sûr, écoute, non, mais bien sûr, Mika, on est du même avis là-dessus. Mais en fait, dans le sens où, en fait, en battant Karl Amoussou, sincèrement, qu'est-ce que ça va rajouter à la legacy d'Abdoul? si. Eh ben, Karla Moussou, moi, franchement, j'ai du respect pour sa Bien carrière, hein, sûr. vraiment. Mais il y a un truc qu'on peut pas nier, Karla Moussou, pourtant on a plus ou moins le même âge, mais dans la tête des gens, c'est un ancien du circuit encore plus que moi. Quand tu parles de Karla Moussou, ça renvoie les gens à une génération comme Cyril Diabaté Bah après, ou tu me dirais, il a Professeur combattu. X. Ouais, bah c'est ça, c'est vrai. Voilà. Il s'appelait Foupa Comme Pokam, pour ceux qui ne me connaissent non, pas. mais il a pas combattu avec Xavier Papokam, t'es Non, fou, il a combattu je avec sais. Babel. Ouais, Mais ce non, que je veux dire, je sais. c'est que c'est cette génération-là de combattants qui est arrivée un peu avant nous. Et en fait, lui, il a une fanbase de malade. Et je pense que pour Abdul, aujourd'hui, l'essentiel, lui, maintenant, c'est plus de savoir s'il va aller à l'UFC ou pas, parce qu'on sait qu'il va y aller. L'essentiel pour lui, c'est de construire une fanbase solide. Et je pense qu'en drivant une partie de la fanbase de Amoussou, Ouais, c'est un archi bon point stratégique. Après, c'est que mon avis. Et le combat n'est pas gagné. Un combat reste un combat. bien Même si sûr. je pense qu'il est favori, un combat reste un combat. Je vois la prépa d'Amoussou, elle est pas mal. Il fait venir des bons sparring. Maintenant, je pense qu'il arrive. Personnellement, je vois toujours Abdul en favori. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que le 3 septembre, on peut espérer voir Manon. On peut espérer voir un recrutement à 66. Abdul à 77, je sens qu'il y sera. Oumar Sy à moins de À 93, 93, ouais. s'il refait un combat d'ici là, je pense que ça peut le faire. Ouais. Et malheureusement, à 84 kilos, on avait Jati, qui s'il avait défendu sa ceinture au Cage Warrior, je pense que ça sentait bon pour lui. Et donc je me dis peut-être Anthony Salomon s'il sort une grosse performance au RS.
Bah, Anthony Salamon, il sera face à Samir Kadji, qui lui aussi peut être sur cette carte-là à 84 kilos, parce que on sait que les catégories comme les 84 kilos, 93 et les poids lourds, c'est des catégories justement qui cherchent en général du sang frais. Et son adversaire aussi, il est pas très très, il est bon, hein. Il est bon, Samir Kadji. Donc je pense que ça va jouer en fonction de l'un ou de l'autre en fait à ce moment-là. Et après, mon kiff absolu, mais ça, c'est vraiment mon kiff perso, même si je pense qu'il a encore le temps parce qu'il est jeune et qu'il est talentueux. Franchement, ouais, c'est Mustapha. Ouais. Quand je pense que c'est une KT dans laquelle il peut faire des choses. Maintenant, je pense que Taylor est en avance sur lui dans cette KT à 61 kilos. Mais Mustapha Haïda, très, très, très solide. Peut-être encore un peu tôt pour lui. C'est pas un combat c'est un combat qui peut être faisable hein, si Taylor ne signe pas à l'UFC. Non, je pense pas. Mustapha, il est jeune encore. Non, bien sûr qu'il est jeune, mais il a maintenant une fiche de quoi? De 8-1, si je me trompe pas. Taylor, il a 18-3. Voilà, il rentre dans la cour des grands. Ouais, mais il rentre dans la cour des grands, là, Mustapha. Bien sûr, il rentre dans la cour des grands, mais quitte à être dans la cour des grands, je préfère le faire combattre contre. Moi, perso, et moi qui, je sais, mon conseil sera entendu si je lui parle, je lui conseillerais jamais d'affronter Taylor parce que Taylor, c'est quand même un gars d'expérience. Il est très expérimenté, ouais. Et je pense que Mousse, il a deux axes de progression importants. C'est l'expérience, suivre un game plan 5x5 et s'y tenir. Et le deuxième, c'est conditioning physique. Il est un peu comme moi, il aime bien manger entre les combats. C'est un gourmand. Et je pense que voilà, je pense que c'est les deux axes de progression et qu'il a encore un peu de temps avant d'aller dans la cour des. Moustapha, c'était le seul bantamweight que tu vois avec un peu de bide. Ma parole. Mais quand je suis parti à Lille la semaine dernière, là, ouais, il me tue de rire parce que ça se voit, il est comme nous, tu vois, c'est trop un gourmand. Il aime trop manger. Mais, franchement, il est bon techniquement. Et sincèrement, il est très, très plaisant à voir. Je l'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc, c'était la petite transition sur l'UFC Paris. Et on peut sortir un petit croustillant quand même. L'arrivée de William Gomis. L'arrivée de William Gomis au MMA Factory, c'est un séisme dans le MMA français. Oui, William Gomis a quitté la Hatch Academy, le club de cœur de Michael Lebou. Non, attends. Les rangs moi, de la MMA Factory. Moi, maintenant, je vais remettre les choses dans le contexte. Hatch, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je trouve que depuis la légalisation du MMA, le 100% fight est vachement critiqué parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'organisations qui se sont faites, qui ont mis des gros moyens, etc. Et je trouve qu'on a tout de suite voulu comparer le 100% fight avec ça. Donc oui, aujourd'hui, le 100% fight n'a pas les moyens du Ares, n'a pas les moyens de l'Hexagone, n'a pas les moyens du Arena, je sais pas quoi. Mais quand tu regardes aujourd'hui qui reste, bah, l'Hexagone, je suis pas sûr qu'ils arrivent à rester. Je pense que le modèle économique n'était pas bon. Quand je repense, tu sais, à la super organisation marseillaise là, qui devait organiser la Arena, je sais pas quoi là, qu'on jamais organisé, qu'on mis tout le monde dans. Ouais, c'est qui avaient fait une interview là sur la sueur. Avoue, il y a un petit frère à toi, il essaie de rentrer dans exactement. Tu veux quoi? Vas-y, va, je te le ramène après. Désolé, c'est un peu les aléas du direct. Tiens. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile d'arriver et de dire ouais, nous on va faire et de faire une fois en one shot. Lui, Hatch est quand même quelqu'un qui a montré que ça tenait dans le temps. Effectivement, le Ares fait des belles choses. Effectivement, ça marche pour eux. Maintenant, j'espère que ça va durer parce que c'est bien pour les combattants français. Mais je trouve qu'on doit beaucoup de respect au travail qu'a fait Hatch sur toutes ces années. Non, il a jamais été critiqué globalement, Hatch. C'est juste que. Non, mais c'est juste que les deux derniers événements, comme on a eu l'histoire des Ukrainiens, et c'est vrai, mais moi-même, hein, moi le premier, tu vois, j'en rigole. Je trouve que ça ternit l'image du MMA et notamment de son organisation. Maintenant, je trouve qu'il faut quand même, quand tu dis club de cœur, c'est pas club de cœur, mais je lui dois quelque chose à Hatch. Moi, j'ai combattu au Contender, j'ai combattu au 100% Fight. Et à Fernando Lopez, qu'est-ce que tu lui dois et t'as envoyé à l'UFC? Ah frère, attends. Déjà, j'ai jamais dit, comment dire, qu'il m'a envoyé à l'UFC. C'est pas vrai. Non, c'est normal. Tu dis, il m'a envoyé à l'UFC. Non, il m'a donné des combats que j'ai saisis et c'était pas des combats gagnés d'avance. J'ai gagné des combats durs. Et oui, derrière, j'ai signé à l'UFC parce qu'il avait le contact.
Oui, mais attends, je suis en train de te dire, donc oui, je lui dois quelque chose, entre guillemets, je lui dois. Mais lui, entre guillemets, en tant que coach, moi ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que c'est jamais à sens unique une relation. C'est pas vrai de dire moi je lui dois. Oui, je lui dois Non, c'est le fait de toujours m'avoir donné des propositions, le coach qui apporte mais au combattant et le combattant qui apporte au coach. et moi, à un moment donné, je lui ai apporté beaucoup aussi. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si le MMA Factory a fait partie, a pu construire tel qu'il a construit aujourd'hui, aussi par rapport à ma pierre à l'édifice. Donc, je pense que moi, dans la relation que j'ai été avec lui, ça n'a jamais été une relation de mendicité ou autre. On a toujours été gagnant-gagnant. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me sentais plus à l'aise et je suis parti. Mais après, gros, il y a pas, moi, je dois rien à personne, hein. Par contre, je suis reconnaissant et c'est toujours ce que j'ai dit. Je ne vais pas cracher sur lui tout le temps parce que ça serait cracher sur mon histoire. Mais il y a des choses, je suis en accord avec lui, il y a des choses, je suis en désaccord avec lui. C'est tout. Ok, merci de cette petite historique. Non, en tout cas, ouais. Bah, du coup, le combat de Damien et William Gomis est annulé parce qu'en fait, j'ai ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir la story. Et il y en a qui m'ont dit, mais comment ils vont faire parce qu'ils s'entraînent dans le même club et tout. Mais les gars, réfléchissez un peu. Deux mecs du même gym ne vont pas s'entraîner. En tout cas, à part s'il y en a un qui part. Donc, Ouais. Le voilà. combat, et d'ailleurs, c'est dommage, c'est un des combats franchement, qui me sauçait le plus de plus. Après, bah, j'espère que Gomis fera une belle carrière parce que déjà, c'est un mec bien, c'est un mec cool. Après, pour être honnête, je trouve que le niveau, pas le niveau, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes 66 kilos qui ont fait carrière actuellement à la hatch, comme je pense à Saadine Parnas, qui est quand même, pour moi, Ramzan et tout. Ouais. il y a Fabakary, Ramzan, exactement. On a aussi Azael, mais c'est au NR Fight, c'est pas à la hatch. Mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, si tu regardes à 66 kilos au Factory, je parle en personnes qui ont fait leur preuve sur le marché français, il n'y a pas grand monde. Donc c'est vraiment. Ils sont pas connus, ouais. Ils sont pas connus, en fait, ils n'ont pas fait leur début en circuit pro. C'est juste ça, mais il est très bien Factory. Et c'est vrai que c'est un choix particulier parce que tu as l'annonce du combat. Derrière, on te dit, ouais, il signe là-bas. C'est vrai qu'on s'y perd un peu. Après, c'est son choix et voilà. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, non, il y a pas mal de bons combattants là-bas chez les poids légers. Pas mal franchement, il y a une grosse arrivée de Dagestanais, de lutteurs et tout, qui n'ont pas encore combattu en MMA, mais qui font leurs conditions. Donc, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Surtout qu'en fait, en France, au niveau des sparring en striker, on est bien, tu vois. Et justement, il nous manque ces lutteurs. Et là, au Factory, franchement, là-dessus, il y a ce qu'il faut. Donc, welcome, c'est bon. William. Les lutteurs sont arrivés. Tu les avais vus la dernière fois à Arès. Oui, tu les ai vus au Arès. Et alors, est-ce qu'ils sont forts au moins? Non, ils sont repartis. Ils sont repartis. Là, moi, j'ai pas pu tourner avec eux personnellement. Depuis que. C'est longtemps. Il a eu la black belt en moins de 2 mois. Hein. Il a été rapide. T'en manques vraiment pas une. C'est grave. Hein. Ah, ça va si on peut pas taquiner un peu. Non, mais en plus, faut que j'arrête de taquiner parce qu'à 2 semaines et demie de mon combat, là, ça me portait l'œil. Il faut que je redevienne un mec gentil, maintenant. Ah, redevient un mec bien. Fais attention à ce que tu dis. Mais non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. À part si tu avais un croustillant à nous balancer, Mika. Non, j'ai juste un petit croustille, mais c'est pas. Il semblerait qu'il y ait une alliance entre Guillaume Pelletier, la boîte de management de Guillaume Pelletier, ou du moins un partenariat, on va dire, entre la boîte de Guillaume Pelletier et la boîte de Ibra Management. Je crois qu'ils vont collaborer ensemble. Et en fait, la pierre, j'ai l'impression, la pierre d'accroche, ou je sais pas, c'est peut-être le fait que Benoît Saint-Denis connaisse bien Mathieu. Tu sais, ils s'entraînent souvent ensemble, etc. Ouais, donc, je pense que le fait que Mathieu soit parti, etc., je pense qu'il y a eu des pourparlers. Et du coup, voilà. Et je me posais la question, si Guillaume, tu sais, Guillaume, il a dit qu'il allait nous offrir une interview à nous. Ouais, bien sûr, j'allais en venir là. Mais j'ai vu justement que j'ai l'impression que le MMA, comment ça s'appelle? Tu sais, les gars de Marseille. The Fightness. Ouais, The Fightness. J'ai l'impression qu'ils sont plus trop en lien avec lui. Peut-être c'est pour ça. Écoute, on va l'accueillir, nous, gentiment. Guillaume, t'es le bienvenu. Donc, ouais, Guillaume sera présent dans le prochain épisode. Il faut qu'on parle aussi avec les gars de. Il faut qu'on fasse un podcast avec les gars de Fightness, ouais. Vas-y, c'est parti.
Non, Ah vas-y. ouais. Écoute, Guillaume, il sera en tout cas dans le prochain épisode et pourra répondre à toutes ces polémiques, à tous nos propos. Et voilà, on verra ce qu'il aura à dire. Et puis, juste, avant de conclure, parce que je sais que tu veux faire des vidéos courtes, viens, on fait un petit point sur Burns Chimaev, même si c'est de ma Ouais. faute la semaine dernière, parce qu'il y a eu la défaite de Mélenchon. De J'ai pas Mélenchon, voulu. je t'ai grillé direct. Dès que je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. J'ai dit, Je il doit m'excuse, bouder. mais de voir Marine Le Pen au deuxième tour, les gars, je trouve que c'est plus fort que moi. Attention, tu fais de la politique. T'as vu les commentaires quand Non, et AB, je préfère voir Mélenchon au deuxième tour que Marine Le Pen. Après, je m'en bats les couilles, ceux qui votent, ils votent même un dromadaire, ils votent un dromadaire, qu'est-ce que je te dis? Moi, je m'en Euh, fous. Et bon, Bon, bref, bien mon sûr, gars sûr, mon gars sûr que j'aime bien quand il me parle. Ah, j'étais triste. C'est pour ça que j'en voulais à Kevin Oumar. Ça, j'ai dit Mais ça. tu sais qu'en plus, quelques jours auparavant, j'étais à Vitry et j'ai vu des gens en fait balancer des prospects Mélenchon et je te jure, j'ai soigneusement regardé pour voir si c'était pas dans le lot. Non, moi, tu sais, je suis un peu le mec, je suis un peu le mec qui vit bien, mais qui vote Mélenchon pour les autres, tu vois, parce que j'ai gardé mon âme de socialiste, tu vois. People champ. J'ai pas oublié, tu vois, d'où je venais, j'ai pas oublié, tu vois, donc voilà, je suis pour le partage, mec. Mika au grand cœur. Ouais, Bon, donc, ouais, Burns Burns Chimaev. Chimaev, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer Chimaev. Il a fait une performance de ouf face à Burns. C'est ouf. Effectivement, on a vu Chimaev par rapport à ses précédents combats, il a montré des failles. C'est-à-dire que effectivement, on voyait Chimaev imbattable. On voyait Chimaev comme les boss dans les jeux vidéo. On voyait vraiment un Chimaev intouchable. Effectivement, face à Burns, on a vu des grosses ouvertures dans son jeu. On a vu des failles, notamment sur les phases de striking. On a vu des failles dans sa capacité de gérer un combat émotionnellement. On a vu des failles dans sa capacité à tenir au sol un gars qui était fort en JJB. On a vu des failles dans le jeu de Shimaev. Mais les gars, quatrième combat à l'UFC, il affronte un top 2 qui a déjà eu l'expérience des main Il events, était qui a eu 11e. l'expérience, qui a fait des ceintures, qui a affronté Ousmane et qui a mis à mal Ousmane au premier round, même si après il s'est fait rouler dessus. Et qui a même combattu au plus haut niveau aussi dans son sport, hein, au grappling. Hein. Donc, Exactement. Ce que je veux dire, Burns, c'est pas le premier venu. Aujourd'hui, quand on voit ce que Shimaev a fait, et notamment au premier round, quand il arrive dans le combat et il prend le combat comme si c'était un combat lambda, il l'amène au sol, il le tire. Effectivement, il n'arrive pas à le garder. Mais les gars, faut regarder à qui il fait ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un Shimaev bashing qui est lié au trash talking, parce que c'est vrai que c'est un putain de trash bah talker. après, c'est ça qu'il il peut, enfin, il peut s'en vouloir qu'à lui-même, parce que quand voilà, tu dis que lui as arraché la tête dans une minute et que finalement tu fais un 3x5 et tu sors qu'à bosser, et même et qu'on te met dans le mal, tu peux que t'en vouloir. Après, voilà, c'est aussi la beauté du sport, c'est aussi pour ça que les gens en fait vont regarder ce combat-là. Et après, comme je te dis, j'ai l'impression qu'en tant que, tu sais, c'est un avis général, mais tu sais, lorsqu'on voit un gars invaincu qui démarre tout le monde en une minute, tu sais, on aime bien voir aussi ses limites et ses points faibles. Par exemple, là, moi, je pense qu'il y en a un qui doit être bien content, c'est Kamaru Usman. Parce que, comme je disais, si Chimaev avait démarré, avait monté en l'air Burns en une minute, ça aurait été un petit peu relou pour Ousmane. Parce que je pense qu'ils lui auront donné soit Colby, soit Ousmane après. Mais il n'aurait pas su, on va dire, comment gérer ce combat. Que là, je pense qu'il doit vraiment être rassuré. Et puis, malgré que, voilà, que Burns lui a donné du fil à retordre, je pense que là, il va vraiment revenir beaucoup plus fort. Parce Non, que mais même lui, en tant que combattant qui s'entraîne très, très dur, il ne savait pas, je pense, ce ouais, qu'il c'est valait limite. réellement en 3x5. Et là, c'est un 3x5 plein pot, coup pour coup. Donc, je pense que là, il va être encore plus dangereux qu'il ne l'était. Et puis, il va revenir avec des axes de travail, c'est-à-dire qu'il sait qu'il doit travailler sur un 5x5 face à Covington, ça va être parfait. Il sait qu'il doit travailler son game plan, son intelligence de combat, sa gestion d'énergie, être hermétique en boxe. Et son Il intelligence a, de combat, quand même, on a pu l'avoir parce que tu sais, même lorsqu'il met Burns ouais, au dos, tu sais, il s'aventure pas. Hein. Je pense qu'il a non, senti, on va dire, voilà, l'aisance technique de Burns au sol et il a fait le choix de se relever. et puis on a Et de vu ne pas aussi s'aventurer. que quand il est dans le mal, il arrive à trouver une issue de secours rapide. Ouais, Le ouais. mec, il prend une sorte de knock-out, il va chercher les jambes directes. Et en plus, il a Donc, failli se prendre un penalty à ce ce que je moment-là. veux dire, c'est que il faut pas oublier que Ousmane, c'est quand même l'un des plus gros champions qu'on ait à l'UFC depuis Khabib. Je trouve que c'est l'un des plus solides en termes de champions. Euh,
et Ngannou. Non, c'est l'un des plus solides que je trouve vraiment. Et qu'effectivement, je pense que là, ça serait trop tôt pour lui d'aller défier Ousmane parce que déjà, il n'a pas l'expérience des 5x5. Donc, Bah, je pense que malheureusement, c'est que là, il a été propulsé par lui-même. Parce que là, il passe bah, je suis troisième, d'accord il avec doit toi. affronter Colby, et dans un combat, il passe Colby, Moi, bah, c'est Ousmane. si tu veux mon avis, il prend Colby Covington en 5x5. Et après, je sais pas, mais à sa place, j'irais défier Adesanya plutôt que Ousmane. Je reste persuadé, même si Adesanya est un tueur à gages, qu'il a plus de chances par rapport à son style. Je parle bien par rapport à son style. Il a plus de chances d'aller embêter Adesanya que d'aller embêter Ousmane. Maintenant, ce n'est que mon avis, mais Bah, à en fait, sa... non, il pourra. Bah, en fait, Oui, il s'il fait pourra ça, ça pas. va nuire à son image. Mais moi, je pense qu'une fois qu'il a battu Colby Covington, ça serait bien pour lui, tu sais, pour éviter d'aller tout de suite affronter, comme tu as dit, Ousmane, de dire ouais, mais attendez, je me concentre un peu chez les 84 et d'aller reprendre un peu de respiration chez les 84 parce que je trouve que ça va être très compliqué pour lui d'aller affronter Ousmane. Je Ouais. pense qu'il peut l'avoir la ceinture, mais que là, tout Mais de suite, c'est un peu tôt peut-être. c'est ça. Par contre, C'est je pense ça. qu'un gars qui n'a pas l'ombre d'une chance face à lui, c'est Edouard. Je suis pratiquement Léon sûr que Edwards. ouais, je suis pratiquement sûr que si Shimaev affronte Léon Edouard, il tiendra pas. Quand je vois ce que Nat Diaz Attention, a hein. réussi à faire au 5e round à Edouard, même si ok, il a pas le menton assez solide. Quand je vois le direct qu'il met à Burns et que Burns il tombe sur une sorte Il a de un sacré direct, bravo. Après, je pense ouais. qu'il a un petit peu sous-estimé Léon Edwards. C'est même aussi par Eh, rapport au mais fait qu'il ne communique pas beaucoup. Mais c'est je vrai. te jure que là, je ne pourrais pas dire que Shimaev écrasera Léon Edwards. Je ne pourrais Non, pas pas le garantir. écrasera. On peut pas dire écrasera, mais moi, par exemple, je mets Burns au-dessus de Edouard. Ouais, là, pour ce qu'il nous a montré, oui. Mais la réalité est tout autre, mon cher Mika. Et si on conclut Ouais, cet épisode? c'est bon, on peut Ouais, clôturer. Vas-y. je te laisse dormir tranquille. Eh, attends, on fait quand le défi, là, boxer les yeux bandés? Bah, après mon combat, là, maintenant, gros. J'ai pas envie de me blesser bêtement. À faire du punch. Ouais, franchement, ouais. Vas-y, Mika, bonne soirée à vous. N'oubliez pas, hein, Vas-y. abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous Eh plaît. oui. Et on va arrêter les vidéos de mauvaise qualité aussi. Hein. C'est Non, bon, c'est là. bon, hein. Ça suffit. Hein. Vas-y. Vas-y, Mika, salut. Ciao, ciao.